Bonjour à tous et à toutes, bienvenue ce matin pour cette traditionnelle cérémonie des vœux de la part du LEM. Tout d'abord, je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous ainsi qu'à vos proches une excellente année 2023, j'allais dire pleine de joie et d'optimisme dans ce contexte un petit peu morose. Et gardons justement ce cap de l'optimisme dans ce contexte compliqué. Je formule également des vœux pour que tous les acteurs de notre secteur, les entreprises du médicament que nous représentons ce matin, les pouvoirs publics, les parties prenantes, se mobilisent autour d'un objectif commun, servir les patients. Servir les patients en leur garantissant dans la durée l'accès aux traitements indispensables dont ils ont besoin et également l'accès aux innovations et aux innovations de rupture qui arrivent. Alors, vous vous souvenez très certainement de cette cérémonie il y a 1 an en arrière, où le climat a été, j'allais dire, un peu différent. Il y a 1 an, en sortie des plus grosses vagues de Covid, tout le monde avait pris conscience du caractère stratégique de notre industrie. Les pouvoirs publics avaient clairement indiqué la nécessité de réindustrialiser la France, de faciliter la recherche et l'innovation, de mettre en place des réformes en profondeur pour faciliter l'accès à l'innovation. La réforme de l'accès précoce en étant probablement la plus emblématique. On voyait une dynamique positive de l'emploi dans l'industrie s'enclencher. Et globalement, on partageait ce constat que si le chemin était encore long, la France avait vraiment repris en main sa politique du médicament et avait établi une feuille de route très claire dans le plan Innovation Santé 2030. Or, l'année qui vient de s'écouler a marqué pour le moins un coup d'arrêt brutal de ces ambitions. En cette période de vœux, et espérons que ce ne soit que transitoire, on a constaté en 2023 un PLFSS qu'on va qualifier de rigueur du médicament. C'est un PLFSS qui refait la part belle à la régulation économique, au contrôle des prix et à la taxation sectorielle sans fin. C'est un PLFSS qui, une fois de plus, fait main basse sur la croissance du secteur. Vous en connaissez tous les détails. Et si je devais le résumer, je dirais on est revenu en France à une gestion comptable de la politique du médicament. Alors, je pourrais vous dire je le déplore. Le problème, il n'est pas là. Ce n'est pas que je le déplore. C'est que ça m'inquiète pour les patients français qui ont besoin de traitement. Ça m'inquiète quand je vois le niveau des ruptures aujourd'hui, et on en reparlera dans un instant. Ça m'inquiète quand je vois les innovations de rupture qui sont disponibles partout, mais pas chez nous. Alors, on va tous être d'accord que le médicament est un bien de consommation courante, que l'économie du médicament, financée par la dépense publique, doit être régulée. Mais ne soyons pas aveugles, nous sommes dans un marché mondial. Le médicament est une économie de marché. Et avoir une gestion comptable du médicament envoie à tous les acteurs de l'industrie, qu'ils soient français ou internationaux, un message totalement délétère en termes de venez investir en France, venez faire de la recherche clinique en France, venez créer des emplois en France et assurez-vous que les patients français aient accès en premier aux innovations. On met à mal le modèle économique et on s'étonne que tous les vœux de bonnes intentions n'aient pas lieu. Alors ce matin, je pense que vous l'aurez compris, je pourrais facilement passer la matinée à vous détailler point par point tous les effets délétères du dernier PLFSS et de la régulation économique du médicament. Mais à la fin des fins, ça ne va pas faire bouger les lignes. La question, ce n'est pas qu'est-ce qui ne va pas, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour garantir aux patients français l'accès aux médicaments dont ils ont besoin. Et le LEM veut s'inscrire dans une démarche constructive et être force de proposition. Le point n'est pas de dénoncer le problème, mais d'aider à le régler. Et dans ce contexte, pour 2023,
nous voyons au sein des entreprises du médicament 2 priorités qui vont mobiliser toute notre attention. Ce n'est même pas 2 priorités, c'est des impératifs. Le premier, c'est de garantir l'accès aux médicaments, avec une action quasiment de pompier, adresser immédiatement le problème des ruptures, dont on voit qu'elles explosent. Et, en termes d'accès, assurer également l'accès aux innovations qui arrivent. Puis le deuxième impératif, quand on aura réglé cette urgence de l'accès, c'est de mettre en place les fondamentaux nécessaires pour que cette situation dégradée ne perdure pas dans le temps. Il est donc urgentissime de réinventer le système de régulation et de financement du médicament. Il ne correspond pas aux enjeux d'aujourd'hui et tel qu'il est, il ne correspondra pas à ceux de demain. Alors, commençons par le problème de l'accès. Je crois que vous avez tous, dans vos médias respectifs ces dernières semaines, fait l'écho du problème des ruptures d'approvisionnement et de l'accès aux médicaments. Les Français le vivent au quotidien quand ils vont dans leur pharmacie, ils en sont les premières victimes. Concrètement, de quoi parle-t-on ? On a eu sur les 10 premiers mois de l'année 2022, où les chiffres sont disponibles, 1000 ruptures d'approvisionnement. Sur l'ensemble de l'année 2021, on n'en avait eu que 900. Et si on regarde les risques de rupture, c'est le même type de dynamique. Et le plus souvent, de quoi s'agit-il ? De produits essentiels, que certains appellent matures, de produits souvent génériqués. Alors, la question que vous me pourriez poser, c'est quelle est la cause de ces ruptures ? Alors, c'est un problème complexe, car il a de multiples facettes. La première, il y a une certaine imprévisibilité de la demande. Un exemple, les pathologies hivernales dans l'hémisphère nord, essentiellement Europe, Amérique du Nord, sont arrivées cette année plus tôt que prévu. Personne n'avait anticipé leur ampleur avec l'abandon de tous les gestes barrières, quelque part en sortie de Covid. Et on a vu, dès la mi-septembre, une montée en flèche des rhumes, des grippes, des bronchiolites, et une demande mondiale qui a aspiré tous les stocks disponibles, quelque part. Et aucun d'entre nous, ni entreprise privée, ni administration, ni pouvoir public, ne l'avait vu venir. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'on a une augmentation année après année de la demande mondiale en médicaments supérieure à l'augmentation des capacités de production. Et puis, vous l'avez rapporté de nombreuses fois, la synthèse des principes actifs est essentiellement concentrée sur la Chine et l'Inde. Le reste de la chaîne d'approvisionnement est très fragmenté et il est difficile d'avoir une vision en temps réel de ce qu'il se passe. Alors ça, c'est vrai à l'échelle mondiale. Mais pour rendre le problème encore plus épineux, on a rajouté quelque part des spécificités que je qualifierais de françaises. La première, et il faut se dire la vérité, nous avons en France les prix parmi les plus bas d'Europe. Je regardais encore ce matin les dernières études publiées. Quand on regarde pour les médicaments sous brevet, les prix français sont 30% inférieurs aux Allemands. Pour les médicaments dits génériqués, ils sont 15% inférieurs aux Allemands, 50% inférieurs au prix italien. Alors la conséquence de tout ça, il n'y a pas d'incentive à prioriser la France. Et surtout, dans certains cas, on voit même nos voisins européens, via les shortliners, venir s'approvisionner en France et prendre ce qui serait disponible pour le marché français. On a eu également en France une politique punitive. Il y a un problème, on fait une loi, il y a une punition. Donc on augmente les durées de stockage, on met des pénalités si jamais il y a des ruptures de stock. Mais en face, nous sommes des entrepreneurs, des industriels. C'est l'incentive qui aide à régler les problèmes plus que le modèle punitif. À tout cela, cerise sur le gâteau, le contexte de l'hyperinflation. Alors, contexte de l'hyperinflation, de quoi parle-t-on ? Toutes les sources d'approvisionnement ont vu leurs coûts exploser. Que je prenne les boîtes en carton pour les blisters, que je prenne les cupules de plastique, le film d'aluminium protecteur, le prix des excipients,
le prix de l'énergie, l'augmentation de la masse salariale, on parle en moyenne, d'après nos enquêtes, d'une augmentation des coûts de production moyenne d'environ 15%, et pour certains produits de biotech allant bien au-delà. Alors, vous comprendrez que dans un tel contexte, on a un problème en France. Les coûts de production augmentent, et on ne peut pas, contrairement à toutes les autres industries, le répercuter sur le prix final, vu que le prix est régulé. Alors quand vous avez un produit comme l'amoxicilline pédiatrique, prix de vente hors taxe, 76 centimes d'euros, et que vos coûts de production explosent, où est l'incentive pour aller fabriquer en France, prioriser la France? Alors vous allez me dire, bon, l'amoxicilline, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Prenons un des premiers médicaments hospitaliers, un truc de simple, de base, le bicarbonate de sodium. Si vous allez à l'hôpital et que vous avez une perfusion, c'est le diluant dans lequel on va mettre le médicament qu'on va vous injecter. Le flacon de bicarbonate de sodium, fabriqué en France, prix de vente hors taxe, 1,40 €. Le demi-litre. Prix d'un café, même pas. Il y a 5 ans en arrière, le fabricant faisait 14 centimes de marge par flacon. Aujourd'hui, vu le contexte inflationniste, il perd 17 centimes par flacon. Le jour où il aura fermé, on ira s'approvisionner où? Et face à tout ça, qu'est-ce que je constate? Et vous l'avez rapporté dans la presse pas plus tard qu'hier, le gouvernement allemand, où les prix sont déjà plus élevés, dans l'urgence, a dit, pour 200 molécules thérapeutiques essentielles de première nécessité, nous allons augmenter les prix de 50%. En France, dès le mois d'avril dernier, le LEM a alerté l'administration, les pouvoirs publics, le gouvernement, en disant qu'il faut mettre en place un plan d'urgence inflation pour permettre aux producteurs français, aux producteurs qui alimentent le marché français, sur des produits essentiels mais à bas coût, de garder une marge de manœuvre. 9 mois après, j'attends toujours la réponse. Allemagne-France, deux visions différentes. Un pays où on voit que le médicament est la solution, et dans l'autre, on a l'impression par moments que le médicament est le problème. Alors je crois fondamentalement que cette année, notre première priorité, c'est de tous nous mobiliser. Entreprises du médicament, pouvoir public, parties prenantes, pour adresser ce problème. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà, le LEM s'est mis au travail, et d'ici 3 mois, nous vous inviterons pour vous présenter nos recommandations pour traiter le problème de fond des ruptures. Aujourd'hui, je vais juste vous donner quelques pistes. La première, on a un problème de visibilité des données et l'administration, qu'elle soit française ou européenne, n'a pas d'outil de pilotage. Je m'explique. Si dans une usine d'une entreprise pharmaceutique, il y a un problème de production, on ne peut pas appeler nos alliés et concurrents des autres laboratoires, ce serait de l'entente. On est obligé, et c'est normal, de rapporter ça à l'administration française, qui, elle, doit mettre autour de la table tous les acteurs en disant cette spécialité-là, tel labo est en difficulté, il y a 3 autres laboratoires qui produisent la même chose, avez-vous les stocks suffisants? Coordonnons-nous. Pour l'instant, le temps d'analyse des données est colossal. C'est en semaines quand ce n'est pas en mois. Et donc les plans d'urgence sont mis en place une fois qu'il y a la rupture dans les pharmacies. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec les outils informatiques dont on dispose, ça doit pouvoir être fait en temps réel. Il va falloir que l'administration s'équipe des outils de pilotage pertinents. Alors, c'est une des propositions sur lesquelles nous reviendrons. Il y en a une autre qui nous tient particulièrement à cœur. Il y a 12 000 spécialités pharmaceutiques commercialisées en France. Alors, est-ce qu'on va adresser les problèmes de rupture sur les 12 000 pour sécuriser le problème? C'est un leurre. Par contre, il y a 200 à 300 molécules qui sont indispensables, qui sont réellement stratégiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Si ces molécules viennent à manquer, la vie du patient est à risque ou sa santé se dégrade de manière irrémédiable. Ça fait des années qu'on en discute en disant « établissons la liste de ces molécules ».
La Communauté européenne, la Commission européenne n'a toujours pas fini de l'établir, et l'administration française non plus. Donc si j'ai un appel solennel à faire ce matin, c'est établissons cette liste au plus vite, et ne soyons pas incantatoires, mettons ensuite un plan d'action pour chacune de ces molécules. Alors, comme je le disais il y a un instant, nous vous inviterons probablement vers la fin du mois de mars, début du mois d'avril, pour présenter dans le détail ce plan d'action, dont j'appelle de mes vœux que les principales recommandations soient prises en compte par le gouvernement dans le plan d'urgence rupture 2023 qu'il a promis de mettre en place. Je suis profondément convaincu, nous sommes profondément convaincus que la solution ne sera pas française, mais qu'elle sera européenne. Alors, au-delà des propositions que nous pourrons faire dans ce domaine, il y a un sujet qui va de pair, c'est la réindustrialisation et la fameuse indépendance sanitaire. Jusqu'où faut-il réindustrialiser la France et l'Europe? Où en est-on? Quelle est la feuille de route pour les mois et les années qui viennent? Alors, pour adresser ce problème, je vais laisser la parole à Philippe de Pugnadorès, directeur général d'Ipsen France et administrateur du LEM. Philippe, où en sommes-nous? C'est bon. Voilà, c'est bon. Merci Thierry, bonjour à tous. Voilà, vous connaissez le constat en matière d'industrialisation. Il n'est pas particulièrement brillant. La France est passée de premier producteur européen de médicaments en 2004 à la 5e position aujourd'hui. Nous attirons moins les nouveaux médicaments. Sur les 488 nouvelles autorisations de mise sur le marché sur les 5 dernières années, seulement 42 médicaments sont produits en France, contre 112 en Allemagne. Produire en France est devenu coûteux. Il se trouve que 50% de nos adhérents des entreprises du médicament en France sont des PME qui font moins de 10 millions de chiffres d'affaires annuels. Et certains de ces petits industriels, en ce moment, sont en souffrance. Plus inquiétant, très inquiétant à mon avis, 80% des principes actifs qui sont consommés dans nos médicaments en Europe sont produits en Chine ou en Inde, où des industriels se sont hyper spécialisés sur des productions de masse à petit prix. La France et l'Europe se trouvent donc aujourd'hui dans une situation d'ultra-dépendance vis-à-vis de l'Asie et même des US qui commencent à devenir plus attractifs. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un pari risqué. Alors certes, nous sommes fiers que la France reste l'un des leaders mondiaux en production de vaccins, mais il faut se rendre à l'évidence. Malheureusement, nous avons perdu notre rang de grande puissance mondiale du médicament. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité et que nous pouvons encore changer la donne. D'abord, il y a en France un vrai savoir-faire, une tradition d'excellence dans les territoires et une capacité à fabriquer des médicaments de grande qualité avec 271 sites de production, dont 32 en bioproduction. Donc on a la capacité de produire des médicaments de haute qualité qu'il faut à tout prix conserver et puis redynamiser. Je pense qu'on a tous envie, pour nous-mêmes, pour nos parents, pour nos enfants, d'avoir des médicaments de qualité. Et à ce titre, le Made in France dans le médicament prend tout son sens. D'autre part, il y a aussi l'envie de produire en France et l'envie de produire mieux. On a ces 271 sites pharmaceutiques qui investissent 2 milliards d'euros chaque année dans leur modernisation et leur décarbonation. Et puis chez Ipsen, qui est l'industriel que je représente également aujourd'hui, nous avons, et c'est un exemple parmi d'autres, nous avons récemment relocalisé un anticancéreux des États-Unis vers la France. Et puis 60% de notre production mondiale se fait dans le sud de la France, à Signes, dans le Var. Et nous voulons vraiment jouer la carte du Made in France, mais encore faut-il qu'elle soit viable et que la régulation ne décourage pas les investissements. Enfin, le gouvernement partage notre constat. Et c'est pour ça que le gouvernement a lancé dans les dernières années d'abord le plan France Relance et puis maintenant le plan Innovation Santé 2030. Alors c'est très bien, il faut accélérer, il faut un vrai sens de l'urgence. Un sens de l'urgence dans la mise en œuvre des dispositifs qui sont existants. Alors c'est peut-être un petit peu technique, mais on a l'article 65 de la LFSS 2022 qui prévoit d'intégrer l'implantation industrielle comme critère dans la négociation des prix.
utilisons-le. Le CEPS peut utiliser l'article 28 de l'accord cadre avec le LEM pour renforcer la souveraineté d'approvisionnement du marché français et puis permettre des hausses des prix le cas échéant. Utilisons-le. Enfin, la réforme des appels d'offres hospitaliers peut favoriser et doit favoriser le fabriqué Europe et fabriqué vert et ne demande qu'à être utilisée. Utilisons-la, elle n'est pas utilisée aujourd'hui. Deuxièmement, un sens de l'urgence dans la priorisation des médicaments à rapatrier. La France a déjà identifié 40 principes actifs essentiels à rapatrier. Comme le disait Thierry, il s'agit d'un enjeu européen. Donc il faut que maintenant l'Europe finalise rapidement cette liste de 200 à 300 molécules sur la base de ces principes actifs qui sont des médicaments d'intérêt sanitaire stratégique. Et puis il faut lancer un plan d'investissement ambitieux pour aider les industriels à relocaliser, que ce soit petits ou grands, ces médicaments en Europe. Enfin, sens de l'urgence pour accélérer les investissements dans l'outil industriel. Il y a 150 millions d'euros qui ont déjà été engagés par l'État dans le cadre du plan France Relance avec 119 projets. Alors c'est excellent, mais attention, parmi ces projets, seuls 18 prévoient de rapatrier la production de principes actifs ou d'ingrédients. Par ailleurs, je pense qu'en France, et tu en as un petit peu parlé Thierry, on a une vraie opportunité de prendre le leadership européen sur la bioproduction. Les biologiques, les médicaments biologiques, ça représente 50% des médicaments en développement aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'avenir et on a 5 nouveaux biomédicaments qui sont produits en France depuis la création du plan Santé 2030 sur les 20 annoncés. Et puis récemment, en décembre, il y avait l'association France Biolide qui est un catalyseur des actions de bioproduction en France qui a été lancé et qui bénéficiera d'une aide exceptionnelle de 800 millions d'euros. Alors tout ça est très encourageant, mais il faut aller plus loin, il faut taper fort, il faut mettre les bouchées doubles. Et pour ça, nous demandons des dispositifs incitatifs, tu en as parlé, il faut être sur l'incitation, des dispositifs incitatifs qui sont mieux dotés, mieux communiqués, plus attractifs et plus transparents. Et ça, très vite, parce que ces choses-là prennent du temps. Pour une usine classique, j'ai envie de dire, c'est 3 à 5 ans. Pour une usine de vaccins, ça prend 10 ans. Voilà. Alors tout cela étant dit, nous n'arriverons pas à faire changer la tendance si nous ne traitons pas aussi le sujet en aval. On parlait tout à l'heure de la France qui pratique les plus bas prix européens ou parmi les prix les plus bas en Europe. Il faut absolument, pour qu'il y ait des décisions d'investissement aujourd'hui, que les prix augmentent, au moins sur certaines molécules, et que le budget du médicament augmente. En conclusion, sur le volet industriel, nous formulons le vœu pour 2023, outre une meilleure santé pour les Français, de passer ensemble à la vitesse supérieure. Nous sommes tous d'accord, pour dire que la production de médicaments en France est une priorité absolue pour sortir notre pays de cette ultra-dépendance envers la Chine et l'Inde. Il ne faut pas être grand devin, je pense, aujourd'hui, pour se dire qu'il s'agit d'une situation très risquée au vu de l'évolution géopolitique du monde. Et enfin, nous avons tout pour réussir ce pari. Nous avons le savoir-faire, nous avons la volonté. Maintenant, il faut des mesures qui soient à la hauteur de cet enjeu colossal. Merci de votre attention. Merci Philippe. Vous l'avez donc compris, une priorité sur adresser les ruptures, nous serons force de proposition et en même temps se mobiliser sur les molécules essentielles à produire en Europe en ayant la France en leader. Mais quand on parle d'accès, il faut aussi parler accès aux innovations de demain. Et alors, vous avez probablement lu comme moi le récent rapport d'activité du CEPS qui montre le succès de la réforme de l'accès précoce, c'est-à-dire avant même l'AMM européen, les patients français ont pu, de manière encadrée, avoir accès à tout un panel de molécules innovantes, plus d'une centaine. Alors, ce dispositif, nous l'avons tous salué l'an dernier. Et aujourd'hui, je commence à avoir une inquiétude sérieuse. Parce que qu'est-ce que l'on voit? Le jour où l'AMM européenne arrive, la HAS et la Commission de transparence rechallenge l'AMM européenne et arrivent de temps en temps à des conclusions opposées, ce qui limite l'accès. Et puis,
Si on passe cette première barrière, le CEPS, jour après jour, s'éloigne de l'état d'esprit et même des règles écrites dans l'accord cadre, en proposant des prix de comparateurs absolument hallucinants en termes de prix et en tuant le modèle économique. Et donc à l'arrivée, cette idée de l'accès précoce, qui était extrêmement porteuse, extrêmement novatrice, va finir par être étouffée dans l'œuf. Alors, ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, je vous le disais. Quand on regarde sur les 5 plus grands marchés européens, le prix des innovations, la France a les prix les plus bas. À la fin, pour des entreprises internationales, entrepreneuriales, tout ça n'incite pas à prioriser le marché français. Tout ça n'incite pas à dire dans notre stratégie, il faut mettre plus de recherche en France, accélérer l'accès en France, accélérer l'accès pour les patients français. Alors, concrètement, juste un exemple. Un certain nombre de Français souffrent de migraines chroniques extrêmement invalidantes. Il y a de nouveaux traitements qui sont apparus sur le marché ces derniers mois, les anti-TGRP. Ils sont disponibles en gros quasiment partout en Europe, pas en France. Parce que le CEPS propose un prix très éloigné, j'allais dire, du raisonnable. Quand je regarde en arrière, le plan Innovation Santé 2030 avait une ambition forte de faire de la France un leader européen de la recherche, de l'innovation, de l'accès. Et je pense que ce matin, ça vaudrait le coup de s'arrêter et voir où on en est par rapport à cette ambition. Alors, Corinne Blachier-Poisson, présidente d'Amgen, administratrice du LEM, est à mes côtés. Merci déjà d'être avec nous parce que tu remplaces un peu au pied levé Clarisse Lost, qui devait être avec nous sur ce plateau ce matin et qui est empêchée pour des raisons personnelles. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on en est en termes de prioritisation, de l'accès à l'innovation, de la dynamique de recherche en France? Et comment vois-tu les challenges des semaines, des mois à venir? Merci Thierry, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être le porte-parole de toutes les entreprises qui innovent chaque jour en France. Et je voudrais rappeler une idée très simple, mais qui est vraiment très importante et structurante pour notre industrie, qui est que amener une innovation chez le patient français, ça demande un processus très long. D'abord une découverte qui arrive au bout d'un certain temps et qui ensuite passe par un processus long d'essais cliniques et qui peut prendre environ 10 à 15 ans pour que vraiment ce médicament de la découverte arrive chez le patient. Et ça demande donc tout un processus à la fois scientifique, technologique et industriel absolument extraordinaire et qui nous mobilise, nous tous, les industriels du médicament, tous les jours. C'est ça qui nous donne envie chaque jour d'aller travailler et qui est une vraie fierté, mais qui bien sûr a beaucoup d'obstacles sur la route et qui demande beaucoup de persévérance. Alors je pense que les 3 ans de Covid ont bien illustré le sujet d'une industrie qui permet à l'innovation thérapeutique de changer le monde, de changer le cours du monde. Et avec les vaccins et les traitements du Covid, nous l'avons bien prouvé. Mais il n'y a pas que dans la sphère du Covid que nous avons été capables d'apporter des innovations. Il faut savoir que depuis plusieurs années, une vague d'innovation majeure arrive dans différents domaines thérapeutiques. Pas simplement le cancer, mais aussi les maladies rares, l'immunologie, énormément de pathologies dont on pensait qu'elles étaient mortelles ou extrêmement handicapantes pour des enfants pour le restant de leurs jours. Et on voit arriver aujourd'hui toutes ces thérapeutiques. Alors je pense aussi aux thérapeutiques innovantes, les thérapies cellulaires, les thérapies géniques, qui révolutionnent vraiment la prise en charge d'un certain nombre de maladies. Et pour cela, bien sûr, il a fallu des investissements extrêmement coûteux, à la fois en recherche, en développement et aussi industriels, qui sont bien sûr, qui demandent un investissement long terme et une visibilité pour l'industriel, parce que bien sûr, il attend, cet industriel, un retour sur un investissement qui, on le sait, ne va conduire à un succès que sur à peu près 1 cas sur 10.
Donc, nous devons nous assurer que notre système de financement et de régulation soit adapté aux enjeux de cette industrie, qui donc est une industrie de long terme. Alors, où en sommes-nous ? Alors, nous avons mis, tous les industriels de l'innovation, beaucoup d'espoir dans le plan Innovation Santé, dont Philippe a déjà parlé. Je voudrais revenir sur certains aspects qui ont été extrêmement salués par l'ensemble des industriels. Tu l'as bien dit, sur la réindustrialisation, le focus sur la bioproduction, sur lequel nous avions un vrai retard, mais aussi la question de la recherche fondamentale et la recherche clinique pour l'accélérer et la rendre plus compétitive par rapport aux autres pays européens. Et puis aussi le meilleur accès aux innovations. Alors, le volet, Thierry l'a bien dit, de l'accès précoce, sur lequel nous avons été très moteurs, les industriels, et nous avons vraiment joué le jeu, puisque sur 2022, des milliers de patients ont eu accès à ces médicaments avant l'AMM pour différentes pathologies. Et ça, c'était grâce à une réforme qui a été saluée par les industriels et faite en concertation. Mais soyons clairs, depuis le dernier PLFSS, la France est redevenue illisible et imprévisible pour cette industrie. Et je vais répéter ce qu'ont dit Thierry et Philippe, mais malheureusement, on a fait un pas en avant avec le plan Innovation Santé 2030 et nous avons vraiment l'impression d'avoir fait 3 pas en arrière avec ce PLFSS 2023. Donc ça met à rude épreuve la confiance de nos groupes, qui soient basés en France ou à l'étranger, pour investir en France. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette visibilité pour pouvoir investir. Donc, d'un côté, on voit bien des réformes importantes qui ont été mises en route pour accélérer l'accès à l'innovation, et de l'autre, la France qui les rend inopérantes, notamment en n'accordant pas le budget nécessaire pour les financer. On a des exemples, Thierry en a cité un, mais il y en a plusieurs, d'innovations qui ne sont pas aujourd'hui accessibles aux patients français. Donc, qui va investir dans une activité dont les découvertes ne seront pas valorisées demain, et dans un pays donc une activité qui demande 10 à 15 ans d'investissement pour la R&D, 3 à 5 ans, voire plus, pour l'industrialisation, sachant que les règles économiques dans notre pays peuvent changer tous les ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut, en effet, pour que nous puissions nous ranger toujours du côté des pays qui soutiennent l'innovation, qui favorisent l'émergence de biotech françaises qui innovent, et que nous ne passions pas à côté de ces thérapies innovantes? Alors, je vais m'arrêter sur 3 éléments qui me paraissent absolument nécessaires. Et déjà, surtout, le premier, qui est celui du financement, qui est absolument la condition sine qua non que la France se dote d'un budget médicaments réaliste. Nous avons, je vais revenir sur les tendances à venir et que nous vivons aujourd'hui déjà de manière très claire. Le vieillissement de la population, la chronicisation des maladies, des innovations qui arrivent et qui permettent à des patients de changer vraiment fondamentalement leur vie, leur qualité de vie et leur espérance de vie. Donc tout ça nécessite un budget qui soit à la hauteur de ces enjeux et des enjeux de la santé de nos concitoyens. Et alors, bien sûr, la question en parallèle des prix. Pour compléter les éléments qui ont été fournis par Thierry, par exemple, sachez que pour les médicaments sous brevet, nous sommes en effet à peu près 33%, un tiers moins chers en moyenne que les prix allemands. Nous avons des prix inférieurs d'un tiers au prix allemand. Les prix par rapport aux prix suisses, nous sommes à peu près 40% moins chers. Et même l'Italie, nous sommes 18% en dessous des prix italiens. Donc clairement, ça n'est pas un marché attractif qui permette des arbitrages favorables à la France, et je n'ai pas parlé des prix américains. Donc ça, clairement, nous devons revoir un budget médicaments qui est le même depuis 10 ans, quels que soient tous les facteurs dont j'ai parlé et l'arrivée de ces innovations.
Le deuxième point qui est extrêmement important et qui avait été bien soulevé, en effet bien identifié dans dans le plan Innovation Santé 2030, c'est celui de la recherche clinique. Nous devons être absolument attractifs et compétitifs. Ça passe par un certain nombre de réformes. Alors, l'accès précoce permet de donner accès aux patients et ça, dans l'intérêt de sa santé. C'est aussi une activité qui est stratégique pour les centres hospitaliers et qui permet de faire rayonner la France aussi à l'extérieur. Nous devons continuer dans cette voie de la recherche clinique en vraiment renforçant l'expertise pour que l'approbation des essais pour les médicaments innovants se fasse le plus rapidement possible, de manière bien sûr tout à fait satisfaisante et sécurisante, mais on voit bien que nous avons encore un certain retard par rapport à d'autres nations européennes. Et nous travaillons actuellement, et ça va dans la bonne direction, avec la DGOS et les centres hospitaliers pour créer un portail national des essais cliniques qui permettrait aux patients de s'orienter vers les essais de médicaments innovants qui pourraient leur bénéficier. Et je voudrais terminer sur l'Agence d'innovation en santé, dont la création avait été initiée dans le plan Innovation Santé 2030, dont la naissance a eu lieu fin 2022 et que nous soutenons à condition, bien sûr, qu'elle ait vraiment les moyens d'épauler petites et grandes entreprises pour simplifier, et ça nous en avons absolument besoin. Le millefeuille administratif n'est pas là pour accélérer les choses, donc simplifier, accélérer et valoriser l'innovation à son juste niveau. Donc il faut vraiment que cette agence arrive à créer la transversalité entre tous les acteurs, publics, privés, petits et grands, pour que nous puissions vraiment favoriser cette industrie pharmaceutique qui innove et qui soit une industrie que nous souhaitons tous stratégique de progrès, de relance économique. Et je voudrais juste finir sur un point. Soutenir l'innovation, c'est principalement déjà un investissement dans la santé de nous tous. Et je pense que ça, c'est très important et c'est ça qui doit nous guider chaque jour en tant qu'industriels. Merci beaucoup. Merci Corinne. Pour clore ce chapitre sur l'accès, vous l'avez compris, il y a une urgence qui est de régler les ruptures d'approvisionnement immédiates. Il y a une autre urgence, c'est de prévenir de nouvelles ruptures d'arrivée. Et il y a une troisième urgence, c'est garantir l'accès aux innovations. Il y a un problème sous-jacent à tout ça qui est le financement du médicament. Et à un moment, nous pensons que nos concitoyens ont droit à une information totalement transparente. C'est pourquoi les entreprises du médicament ont décidé de mettre en place, dès cette année, un baromètre de l'accès aux médicaments et à l'industrialisation. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous publierons tous les trimestres les données objectives. Quels sont les médicaments en rupture en France? Quelle est la situation en Europe pour ces mêmes médicaments et si l'information est disponible dans le reste du monde? Quelles sont les innovations qui sont arrivées en Europe? Quelle est la situation en France, éventuellement dans le reste du monde? Quel est le point sur l'industrialisation? Ah, même chose, données françaises, données européennes. À cela, bien entendu, nous ajouterons notre commentaire et nos analyses. Ce baromètre sera alimenté par les données remontées par les différents laboratoires, les différents adhérents du LEM. Et dans un souci, j'allais dire, de transparence, ce baromètre sera géré au quotidien par un tiers de confiance, Roland Berger, le cabinet Roland Berger. La première publication de ce baromètre aura lieu fin mars, début avril. Je pense que ça permettra à chacun de mesurer l'ampleur de la perte de chance pour les patients français. Vous l'avez compris, nous vivons une situation quelque part sans précédent où on commence à voir, depuis maintenant quelques mois, arriver les conséquences délétères d'une gestion comptable du médicament par l'administration pendant plus de 10 ans. Rupture, pas d'accès aux innovations, pas d'incentive. Pour être très clair, et je crois que Corinne l'a dit, si on prend le chiffre d'affaires net du médicament, une fois qu'on a enlevé les remises et la clause de sauvegarde, donc ce qui reste aux entrepreneurs, ce chiffre d'affaires en France n'a pas évolué depuis
2009. Ça s'appelle confisquer la croissance. Je n'ai pas d'autre mot. Alors, quand je parle de confiscation de la croissance, laissez-moi juste vous rappeler quelques chiffres sur ce fameux PLFSS que je crois nous avons cité tous les trois au moins 20 fois depuis le début de cette conférence de presse. Dans un contexte hyper inflationniste, on a continué, j'allais dire, comme d'habitude, à prévoir dans le budget 800 millions d'euros de baisse de prix, en ignorant le plan d'urgence médicaments pour lutter contre l'inflation que nous avions proposé. Vous le savez, on a voté un budget qui est très, très, très en dessous de la consommation réelle. Alors les chiffres sont énormes, mais le Parlement a voté un budget de 24,6 milliards d'euros pour le médicament remboursé. La consommation réelle par les patients français va être à peu près de 28 milliards d'euros. Alors, heureusement, une fois qu'on aura dépensé les 24,6 milliards, on ne va pas dire aux patients, circulez, il n'y a plus de médicaments. On va continuer à fournir. Mais tout ce qui va être fourni entre 24,6 milliards et 28 milliards, l'industrie pharmaceutique va en rembourser 70%. Ça s'appelle la clause de sauvegarde. Ce n'est pas une clause de sauvegarde, c'est un impôt déguisé. C'est une taxe sur l'ensemble d'une profession. Et comme le législateur par moment ne s'arrête jamais, il a même prévu dès le PLFSS 2023 ce qui allait se passer en 2024. C'est qu'on rajouterait dans l'enveloppe, sans augmenter l'enveloppe, tout ce qui est acheté par Santé publique France. Donc tous les achats collectifs de l'État pour les grandes pandémies, pour la Covid, pour la prévention. Ça devrait rajouter probablement 1,7 milliard de clauses de sauvegarde en plus. Alors à la fin des fins, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un entrepreneur en France ? Il est soumis, comme n'importe quelles autres industries, à toutes les taxes générales qui existent, à l'impôt sur les sociétés, etc., etc. Mais en plus, pour la pharma, quand vous prenez clause de sauvegarde remise, vous rajoutez 12 à 13% de taxes supplémentaires. Ça devient juste confiscatoire. Conséquence de tout ça, il y a une très belle étude faite par le cabinet Ernst Young, fin 2022, qui montre que contrairement à tous les grands pays d'Europe, le marché du médicament en France s'est contracté entre 2018 et 2021. Vous l'avez compris, la deuxième priorité, ça va vraiment être d'adresser le modèle de régulation et de financement du médicament. Le modèle existant a fait son temps, il est à bout de souffle. L'idée, on va baisser le prix encore et encore et encore des médicaments indispensables et établis pour financer les innovations, ne marche plus. D'un côté, ça crée des ruptures, ça crée des entreprises qui désinvestissent du marché, et ça ne permet plus l'accès aux innovations. Il faut repenser le modèle. Le système actuel est juste à bout de souffle. Elisabeth Borne, la Première ministre, semble avoir pris conscience que nos outils de régulation et de financement doivent être adaptés aux nouveaux enjeux de l'industrie, de la recherche, de l'innovation, de la réindustrialisation, de l'accès des patients aux thérapies dont ils ont besoin. Et afin de réfléchir sur le sujet, elle m'a annoncé dans une lettre à la fin du mois de décembre son intention de nommer dans les semaines, j'espère maintenant dans les jours qui viennent, une mission interministérielle qui aura pour but de proposer des voies de réforme structurelle de manière à mieux concilier le soutien aux industries de santé, le soutien à l'innovation, l'arrivée des thérapies innovantes en France, comme le demandent nos concitoyens, tout en respectant, bien entendu, une logique budgétaire de l'État. Cette initiative nous montre que malgré une année de dialogue difficile avec les pouvoirs publics, il y a une volonté de renouer le dialogue et de travailler ensemble en 2023. On peut s'en réjouir. Nous serons au rendez-vous, nous serons force de proposition, nous serons un partenaire à la fois exigeant dans l'intérêt des patients et dans la construction. Alors si on veut que cette commission interministérielle règle le problème que nous venons longuement d'évoquer, je vois un certain nombre d'exigences ou d'impératifs. Le premier, il va falloir commencer par faire un constat partagé de la situation et de la conséquence délétère des 10 ans de régulation économique,
en se basant sur les mêmes hypothèses, les mêmes chiffres, et en se mettant vraiment autour de la table, et non pas en étant dans une guerre de tranchées statistiques. Le deuxième, il va falloir avoir ensemble une vision prospective des besoins. Comment la démographie évolue, comment les épidémiologies évoluent, quelles innovations devraient arriver en France. Et de là, tracer une trajectoire qui permette à toutes les entreprises du médicament d'opérer en France dans des conditions financières acceptables. À la fin des fins, quand on aura tout ça en main, on pourra redéfinir ou définir le niveau de capitalisation du médicament nécessaire et le budget approprié. Ça va certainement nécessiter de réfléchir un peu, j'allais dire, out of the box, à de nouvelles approches de financement. Corinne l'évoquait rapidement, traiter certaines maladies avec des traitements curatifs qui arrivent notamment pour l'hémophilie, c'est un investissement quelque part qui économisera des coûts à notre système de santé, non pas sur une année calendaire, il n'y a pas une maladie qui s'arrête au 31 décembre, mais dans la durée. Alors nous sommes coincés par un PLFSS 1er janvier, 31 décembre. Quand on traite de maladies, de pathologies chroniques, ça n'a plus aucun sens. Il faudra probablement penser à des fonds pluriannuels de financement. Il faudra aussi penser à un nouveau cadre de régulation en étudiant probablement, en prenant plus en compte l'impact des médicaments sur l'organisation des soins. Alors, bien entendu, il faudra aussi réfléchir dans cette mission à des sources d'économie. Nous savons que notre système est très mauvais à capter les économies pour les réinvestir. Et de nombreux exemples existent. Mais je suis convaincu qu'en travaillant ensemble à un meilleur usage, à de meilleures bonnes pratiques de prescription, à une meilleure pertinence des soins, à un meilleur plan de prévention, nous pouvons dégager des sources d'économie qui permettront de financer l'accès aux thérapies établies comme innovantes. Il faudra peut-être, pour certaines maladies, conventionnaliser avec l'assurance maladie. Et puis à la fin des fins, une fois que la mission ministérielle aura rendu ses conclusions, qu'elles auront été validées par nos politiques, il faudra les mettre en place. Et là, j'appelle vraiment de mes vœux un pilotage fort. Et ce que j'appelle un pilotage fort du médicament, c'est-à-dire un pilotage qui permette d'aligner les différentes administrations sur une feuille de route commune et non pas des objectifs divergents. J'appellerai presque de mes vœux, en ce début janvier, la nomination d'un haut commissaire aux médicaments pour donner le tempo et la direction stratégique. J'espère que cette mission sera très rapidement mise en place et que l'on en aura les premières conclusions avant l'ébauche de la LFSS 2024. Sinon, dans un an, nous serons dans la même situation qu'aujourd'hui. Et il faut que cette mission interministérielle, à l'arrivée, donne lieu à une nouvelle lettre d'orientation ministérielle au président du CEPS. Une trajectoire claire. Mettons-nous au travail. Là encore, le LEM est à disposition de cette mission pour être et sera force de proposition, comme nous l'avons toujours été. Mais soyons bien clairs, on n'augmentera pas la recherche en France, on ne rapatriera pas des usines, on ne réglera pas le problème des ruptures d'approvisionnement, on ne donnera pas accès aux patients aux médicaments de demain si on reste dans une vision comptable du médicament, à penser que le médicament est le problème alors que c'est la solution. Il faut revenir à cette belle ambition qu'avait évoquée le président de la République il y a près de 2 ans, lors du dernier CSIS, et traduite dans la feuille de route Innovation Ma Santé 2030. Je suis convaincu que malgré nos différences, nous avons tous un objectif commun, c'est de garantir le bon niveau de soins et de traitement pour les patients français. Je suis convaincu que le médicament est la solution et non pas le problème, que l'innovation est une source de gain d'efficience dans les parcours de soins. Je suis convaincu, nous sommes convaincus, que réindustrialiser la France et en faire un champion européen est possible. Nous en avons les compétences, nous en avons le savoir-faire.
Philippe l'a très bien dit, nous en avons l'appétit. Je suis convaincu que la recherche clinique en France a une qualité de données, a une fiabilité inégalée, et je crois que Corinne l'a très bien mentionné. En un mot, c'est ensemble que nous y parviendrons, ensemble, entreprises du médicament, pouvoir public, parties prenantes. Il est urgent de se mettre au travail. Se mettre au travail cette année, c'est deux grands objectifs, deux grands impératifs. L'accès à court terme, régler les ruptures, l'accès aux innovations, mais c'est surtout reconstruire les bases d'un système de financement et de régulation du médicament qui permettent de répondre aux enjeux de demain. Et comme vous le savez, ils sont nombreux. Voilà pour notre propos, je vais dire, introductif. Encore au nom de l'ensemble des administrations du LEM, je vous renouvelle nos meilleurs vœux pour l'année qui commence. Et nous ouvrons maintenant la session de questions-réponses. Et je vais demander à Philippe Lamoureux, directeur général du LEM, de nous rejoindre sur scène. Merci de votre attention. Poser la première question? Oui, je suis Pascal Morel, merci. Je peux poser la première question? Oui. Je vais vous poser quelques questions, une ou deux questions précises. Vous avez, on a vu évoquer les difficultés que le monde de la recherche et le manque de moyens, mais ma question, pour débuter, c'est prendre sur quoi? Monsieur le Président, je suis là. Pardon, j'ai pas compris. Je suis là. Oui, oui. 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 Non, je veux dire, on voit bien les difficultés, vous les évoquez, mais prendre sur quoi? Sur quel autre secteur? On voit bien partout, on lit que la France est effectivement en difficulté sur la recherche. Est-ce que la question, c'est prendre sur les budgets hospitaliers, par exemple? Enfin, ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est sur la santé publique. Vous en avez assez, enfin, sur la prévention, vous l'avez évoqué. Il y a eu un rapport important, c'est le rapport Chauvin, assez récent, qui dit ou qui écrit qu'il pourrait y avoir 5 à 6 grands instituts de santé publique. Est-ce que vous êtes investi sur ces sujets, sur ce sujet-là? Et concernant le pilotage, c'était votre dernière intervention, le pilotage des politiques du médicament. Moi, je croyais assez naïvement que c'était l'Institut de l'innovation qui a été récemment créé. D'ailleurs, qui, je crois, est financé sur l'ONDAM. Mais est-ce que vous pourriez nous préciser les choses sur ce point-là? Merci. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais peut-être commencer et puis mes collègues interviendront. La question fondamentale, elle n'est pas tant de savoir s'il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul. Pour moi, la question fondamentale, c'est on est extrêmement fiers en France de notre système de santé. Et en même temps, quelque part, et je crois que la crise de la Covid, et il y en avait les prémices avant, a montré qu'il était à bout de souffle. On parle de réformer l'hôpital, on parle de réformer l'accès aux médecins traitants. Il faut également réformer le médicament. Et ça aura un coût. Donc, donnons-nous les moyens avant de dire on va aller prendre là ou là. Je pense, ayons déjà un constat objectif et mettons-nous d'accord sur ce que l'on souhaite. Et prendre où pour aller une étape plus loin? Je vous disais, je pense que c'est la grande nécessité de cette mission interministérielle, c'est de réfléchir en dehors du cadre purement annuel, de voir que certains traitements sont probablement des investissements dans la durée, et donc non pas les financer à la prise du comprimé, mais à leur effet dans la durée. Il faut probablement réfléchir à un fonds d'investissement pour certaines pathologies. Il y a plusieurs modèles possibles. Sortons de nos ornières. Je pense que c'est la première chose. Ensuite, sur le pilotage, l'Institut d'innovation en santé, mais Corinne complétera, a pour mission de driver l'innovation, c'est-à-dire de mettre autour de la table tous les acteurs et d'aider à lever les barrières. Elle n'a pas pour, mission, sauf erreur de ma part, de piloter la politique du médicament en France et d'aligner les différentes administrations. Et je pense que ce rôle d'alignement des différentes administrations, idéalement, pour moi, devrait être confié à un haut commissaire aux médicaments qui ait un peu une vue à 360 sur l'ensemble de la politique du médicament, et ça va au-delà de l'innovation. Je ne sais pas si vous souhaitez apporter...
Sur l'agence de l'innovation en santé, clairement, Thierry l'a bien dit, hein, il ne s'agit pas d'en faire l'outil de politique du médicament. En revanche, et nous avons interagi avec la nouvelle directrice, Lise Alter, elle cherche à faire déjà à avoir une vision un peu complète et prospective des innovations à venir et de choisir un certain nombre de sujets prioritaires sur lesquels elle veut avancer en mettant les différents acteurs autour de la table. Donc elle ne va pas régler tous les sujets dont nous avons parlé aujourd'hui. Et d'ailleurs, si on veut qu'elle soit efficace, elle ne va pas pouvoir tout faire dans l'année qui vient. Il faut vraiment, et ça nous le soutenons tout à fait, son approche qui est de se concentrer sur un petit nombre de sujets prioritaires et de faire cette prioritisation qui nous paraît indispensable et de faire ce travail transversal qui n'est pas simple. Alors ça, que nous sommes bien placés pour connaître et qui va demander beaucoup de... Donc la question de la politique du médicament que vous citiez, elle doit se faire, ce pilotage, à un autre niveau et on ne va pas donner une mission supplémentaire à une AIS qui a déjà beaucoup de choses à faire. Philippe, rapidement. Oui, ça va se pencher. Merci. Donc, moi, je voulais juste donner un petit peu de perspective sur votre première question et rappeler que le médicament représente à peu près 10% du total des dépenses de santé en France. Une autre question ? Bonjour, Raphaël Moreau pour l'APM. Première question sur la mission interministérielle. Si je comprends bien, la Première ministre vous a averti qu'elle allait la mettre en place, mais Roland Lescure nous en avait déjà parlé début octobre. Est-ce qu'on a plus de détails sur son périmètre, son calendrier, sa composition ? Et est-ce que ce n'est pas un peu optimiste de penser qu'alors que la mission n'est même pas encore lancée, elle va réussir à aboutir à des choses pour le PLFSS 2024 ? Deuxième question sur les ruptures, qui était l'autre aspect de votre intervention. La NSM vous a demandé de vous pencher sur les conséquences des réquisitions en Chine. Est-ce que vous avez des informations à nous partager sur le sujet ? Et une troisième question sur vos relations avec le CEPS. Il y a presque 2 ans, vous avez signé un accord-cadre qui déjà faisait la part belle à l'investissement, la prise en compte de l'empreinte industrielle. On a l'impression que ces dispositifs ne fonctionnent pas, qu'il faut à chaque fois qu'on les traduise dans des LFSS. Comment vous l'expliquez ? Et comment vous pouvez penser que le CEPS va changer de braquet alors que ça fait 2 ans que vous avez déjà un accord-cadre qui visiblement ne fonctionne pas sur ces sujets ? Merci. Alors, pour commencer, il y a 3 sujets très, très variés dans votre question. Sur la mission interministérielle, le contenu de la lettre de mission, adressez-vous à Matignon. Ce que j'ai partagé avec vous, c'est ce que nous voyons comme fondamental à adresser si on veut régler le problème du financement et de la régulation. Et, je le redis, nous sommes mobilisés pour être force de proposition, de discussion et de dialogue. Je vais répondre ensuite à votre question sur le CEPS. Alors sur le CEPS, vous l'avez assez bien résumé, on voit tous les jours le CEPS s'écarter de l'accord cadre. Donc à quoi sert un accord cadre si on s'en écarte en permanence et si on n'en respecte pas ni l'état d'esprit ni la lettre ? C'est absolument inacceptable. Et vous le savez probablement, l'accord cadre est signé pour 3 ans, il arrivera à échéance l'an prochain. Un certain bon sens voudrait qu'on se mette maintenant autour de la table pour commencer à discuter du prochain accord cadre. On va faire différemment cette année. On ne va pas commencer à discuter du prochain accord cadre avant de connaître les conclusions de la mission interministérielle. Déjà, parce que si cette mission interministérielle fait le job, ça devrait influencer considérablement l'accord cadre, vu que ça mettra en place de nouveaux outils de financement et de régulation. Donc, nous commencerons le dialogue pour le prochain accord cadre une fois les conclusions de la mission ministérielle connues. Enfin, pour les ruptures en Chine, je ne sais pas si Philippe, tu as un mot particulier, ou Philippe Lamoureux ? Oui, sur la Chine, on a été interrogé effectivement par la NSM. On a lancé une enquête auprès de nos adhérents. On a fourni les éléments de réponse à l'agence. C'est évidemment une situation qu'on monitore de façon extrêmement précise, puisque compte tenu de la taille du marché chinois et de l'importance de la production de principes actifs en Chine, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Mais les industriels ne sont absolument pas restés les bras ballants. C'est-à-dire qu'en gros, ce que nous disent nos adhérents, c'est qu'ils sont en train aussi de chercher des sources d'approvisionnement alternatives ailleurs qu'en Chine. Il y a d'autres producteurs que la Chine, les États-Unis, d'autres pays produisent. Et par ailleurs, on a quand même cette obligation de stockage 2 à 4 mois. Et sur les principes actifs, on a aussi
la constitution de stocks de sécurité de plusieurs mois, on est à 6 mois. Donc pas de préoccupation de court terme, mais quelque chose qu'on suit d'assez près. Une autre question ? Ça marche. Olivier Robichon, Prescription Santé. Dans une tribune publiée hier par un excellent quotidien d'information professionnelle, Olivier Nataf semblait dire que la LFSS 2023 avait écrasé l'innovation, c'est ces mots, hein, pour préserver les produits matures. Est-ce que tous, à la tribune, vous faites cette même analyse ou pas du tout ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez parlé de transparence et vous avez aussi parlé des antimigraineux. Est-ce que le problème, c'est qu'il y a des données que nous, journalistes, on n'a pas du tout et sans lesquelles on ne peut pas, ne serait-ce qu'analyser la situation. Alors, je sais que vous, Monsieur le Président, vous n'avez pas de ces antimigraineux dans votre portefeuille, mais je sais que Corinne Blachy en a un. Est-ce qu'on peut avoir une idée du différentiel de prix que vous évoquiez en disant que les prix étaient, ceux proposés par le CEPS, étaient inacceptables? Mais est-ce que inacceptable, on peut avoir au moins une idée de la valeur? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je commencerai par la première. Donc, en fait, oui, donc, en référence à cette tribune qui est titrée on écrase l'innovation. Je pense que le PLFSS a un impact à la fois sur l'innovation et sur les produits matures. Et les patients en France aujourd'hui ont besoin à la fois de l'innovation et des produits matures, qui sont souvent des produits essentiels d'intérêt sanitaire stratégique. On voit bien avec les exemples récents de l'amoxicilline et du Doliprane, et il risque d'y en avoir d'autres, que c'est un souci. Donc, j'ai envie de dire, malheureusement, cette loi de financement de la sécurité sociale n'est pas positive ni pour l'innovation, ni pour les produits matures. Philippe ? Si je peux compléter, et Thierry l'a dit tout à l'heure dans ses propos liminaires, et c'est très important, il ne s'agit pas d'opposer l'innovation et les produits matures. En réalité, le véritable problème, et c'est ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que nous sommes une économie de marché. Et on est une économie de marché planétaire. Et que le marché s'adapte aux signaux qui sont envoyés par les autorités françaises. Et que ça fait des années qu'on pratique 1 milliard de baisse de prix des produits matures par an depuis 15 ans, 10-15 ans. Ça fait 10-15 ans qu'on a décidé que l'enveloppe ne devait pas croître. Enfin, imaginez quand même, je reprends là ce que disait Pascal, mais imaginez quand même qu'à 6 points d'inflation, avec les ruptures qu'on a, on nous fait une enveloppe M de progression de 0,4%. 0,4%, et qu'on nous explique que ce sont les engagements du président de la République dans le CSIS 2021. Donc à un moment, ce qu'on dit simplement, c'est que le marché, qu'il s'agisse de l'innovation ou des produits matures, ne peut plus s'adapter aux conditions qui lui sont faites par les autorités. Et c'est ça qui doit changer. Alors, non. Et sur les sources de financement, pour reprendre ce que disait Pascal et le chiffre que donnait Philippe, c'est une année historique. On passe sous les 10% de l'Ondam. Il y a 15 ans, on représentait 14,5% de l'Ondam. Si on avait gardé le même niveau, sans demander des ressources supplémentaires ni quoi que ce soit, le chiffre d'affaires remboursable du médicament serait 6 milliards au-dessus de ce qu'il est aujourd'hui. Donc la réalité, c'est qu'on a décapitalisé l'enveloppe médicaments pour faire d'autres choses, mais qu'aujourd'hui, cette enveloppe n'est plus à niveau pour garantir l'accès, qu'il s'agisse des produits matures ou des produits innovants. Dans le même article, il y avait une référence au fait qu'on ne demande pas à un boulanger de vendre sa baguette à perte parce que c'est un produit essentiel. C'est un peu finalement la même question pour nous et c'est pour ça que vous entendez ce coup de gueule. Alors, sur les antimigraineux, en fait, il se trouve que pour l'Europe, ce n'est pas Amgen qui commercialise, mais c'est notre partenaire Novartis. Toutefois, donc je vais certainement pas partager des choses que je ne connais pas, puisque c'est eux qui mènent les discussions. Il y a une chose qui est par contre publique, qui est que l'évaluation qui a été faite de cet antimigraineux il y a plusieurs années par l'HAS donne une ASMR 5 par rapport à des médicaments qui sont tous génériqués et qui ont tous des prix
Et là, on revient aux produits matures et leurs prix faciaux qui sont extrêmement bas. Et donc, on revient sur le problème de la fixation des prix, des innovations avec des comparateurs qui ne sont plus sous brevet et qui ont vécu un certain nombre de baisses de prix. Donc, ce n'est pas la peine d'être dans les grands secrets pour penser que le différentiel doit être très important. Une autre question ? Je crois que la Slovénie vient d'autoriser ces produits. Et il y a une question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on arrive à trouver des accords dans les autres pays européens et pas chez nous, ce qui renvoie à mon propos précédent. Autre question ? Bonjour Alexandre Beau, Espace Européen. Juste une question, on parlait un peu du levier prix qui est clairement au centre de vos préoccupations. Vous avez cité l'exemple de l'Allemagne, vous avez cité l'exemple de l'Europe du Sud. Tous ces pays ont utilisé le levier prix, notamment à la sortie de la crise de la Covid. Est-ce que vous avez pu constater chez ces pays-là des relocalisations d'usines, une relance du développement de la recherche clinique ? Voilà, en fait, est-ce que ce levier prix est l'alpha et l'oméga qui permettra à la France de prendre une nouvelle dimension en termes de politique de médicaments au travers des exemples européens ? Merci. Alors, il y a un rapport que j'ai en tête, c'est sur l'attractivité de la recherche clinique, où on voit que la France est troisième en Europe, derrière l'Allemagne et l'Espagne, où on voit en termes de nombre d'essais cliniques que la France est à la dernière place, j'allais dire, du podium. En termes de relocalisation, c'est plus compliqué. Je ne sais pas, Philippe, si tu as des chiffres. Ça se déclenche quand tu parles. D'accord. Ça y est, j'ai enfin compris comment ça marchait. Non, sur la question des relocalisations, je pense qu'en fait c'est trop tôt pour dire, parce que ce sont des processus internes qui prennent 2-3 ans. Donc il y a peut-être effectivement des décisions qui ont été prises dans certaines entreprises en faveur de ces pays-là, de relocalisation, mais c'est encore trop tôt pour dire. Moi, je dirais juste quand même qu'on voit quand même un regain d'attractivité pour les États-Unis. On sait bien ce qui se passe aujourd'hui là-bas. On sait que c'est un pays qui pratique des prix très hauts, où l'environnement réglementaire est quand même assez simple, ou plus simple, où l'accès à l'innovation est plus rapide, et où on voit récemment des mesures qui plaisent ou qui plaisent moins, mais l'Europe, je voyais l'article dans les Échos ce matin, on voit que le président français est en train de pousse l'Europe à réagir à l'Inflation Reduction Act. Mais voilà, on voit des pays qui se mettent en mouvement, qui prennent des décisions assez fortes. Et quelque part, je pense que c'est à ça qu'on pense et ce qu'on voudrait pour la France. Il n'y a pas de données systématiques, c'est un peu pour ça qu'on fait l'observatoire. Mais on observe ce qui se passe autour de nous. Je vais prendre 2 exemples. Pour reprendre ce que disait Thierry, quand on voit le différentiel de prix entre l'Allemagne et la France sur l'amoxicilline, et quand on voit que les Allemands décident d'augmenter de 50% le prix d'un certain nombre de produits matures, si demain on doit relocaliser de la production d'amoxicilline en Europe, dans ces conditions-là, je ne suis pas certain que la France ait tous les atouts pour attirer la production. Et le deuxième exemple, on en parle beaucoup moins, et c'est intéressant de regarder, c'est l'Espagne. L'Espagne, c'est devenu le premier pays, dans l'étude dont parlait Thierry, l'étude elle est intéressante, regardez-la, elle est récente, elle montre que l'Europe est en déclin, notamment par rapport à l'Asie, que ça concerne l'ensemble des pays européens, mais que la France a regagné une place. Pourquoi ? Parce que les Anglais ont reculé dans le classement, pour des raisons que vous pouvez imaginer assez facilement. L'Espagne, le mois dernier, a organisé auprès du Premier ministre espagnol un XIS-like, c'est-à-dire que les Espagnols ont plagié ce qui marche plutôt pas mal en France. Donc le Premier ministre espagnol a réuni autour de lui les CEO de la pharma pour travailler sur l'attractivité du territoire espagnol. Ils sont en train de travailler sur les mécanismes d'accès précoce en regardant ce qui s'est fait en France. Et nous, pendant ce temps-là, on faisait le PLFSS. Donc ça répond partiellement à la question. Une autre question ? Oui, désolé de revenir à la charge. Avant le faux espoir des 2 dernières années, on avait toujours ce sentiment que le LEM disait que la France perdait son attractivité. Et puis finalement, on apprenait qu'un tel investissait 200 millions, notamment au début avec Choose France, et qu'un tel autre rajoutait 500 millions. Est-ce qu'il faut s'attendre, avec ce dernier PLFSS, à une baisse drastique des investissements annoncés à Choose France, alors qu'on a lu, je ne sais pas, il y a quelques jours, qu'a priori, il y avait déjà des laboratoires qui avaient annoncé des enveloppes plutôt sympathiques en France ? Est-ce que
il y a toujours une décorrélation. On vous entend, et on comprend pourquoi, dire que la France perd de son attractivité. Et puis à côté de ça, nous reçoit des communiqués disant on investit 500 millions dans tel fonds, on investit 300 millions dans tel autre. Il y a une espèce de difficulté de compréhension. Ou alors c'est moi qui suis totalement bête, c'est possible aussi. Non, c'est que sans être schizophrène, construire une usine pour produire des médicaments, que ce soit des petites molécules ou des biologiques, le ticket d'entrée il doit commencer à 100 millions, il peut monter jusqu'au milliard. Et on disait tout à l'heure, il y a probablement en Europe 200 à 300 molécules dont il faudra avoir la maîtrise. Donc, si on prend un peu de recul, l'investissement nécessaire, il est en dizaines de milliards. Et quand on voit des investissements valeureux de 100, 200, 500 millions, ça va régler le problème sur une des 200 à 300 molécules. Il en faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus au niveau européen. Donc heureusement, le robinet n'est pas totalement fermé, mais comment ça se passe? Quand dans le groupe international, je siégeais au comité d'investissement du groupe Merck, vous avez une décision de construire une nouvelle usine quelque part en Europe. Le processus des décisions, d'élaboration, prend à peu près 2 ans avant l'annonce. Et ensuite, la phase de construction mise en place, tu disais 5 à 10 ans, suivant le type de molécule. Tout ce que l'on voit en ce moment en France, avec ce coup d'arrêt qui a été marqué par rapport au plan Innovation 2030, quiconque aujourd'hui commence à réfléchir sur un plan d'implantation industrielle se dit « la France, on va attendre avant de lancer quelque chose de nouveau ». Les décisions qui sont annoncées ces jours-ci ont été prises il y a 2 ans en arrière facilement, au moment où on était dans une dynamique positive. Je pense que quand on se reverra dans 2 ans, on mesurera en termes d'investissement les conséquences de ce coup de frein. Je peux donner peut-être juste un exemple que je connais bien, qui est celui de l'entreprise pour laquelle je travaille. C'est vrai que notre CEO était invité à Choose France, qu'il était invité au CSIS et qu'il est revenu extrêmement content, engagé et désireux d'investir encore plus en France. On a d'ailleurs pris certaines décisions d'investissement à ce moment-là. Et puis quand le PLF est arrivé, c'était la douche froide et un sentiment de défiance finalement. Et c'est dommage par rapport à l'ambition que nous avons pour la France. Voilà. Peut-être, mais j'ai changé de vocabulaire. Peut-être que. Alors, il y a peut-être un élément complémentaire par rapport à la question que tu poses. Je pense qu'il faut regarder, quand on regarde l'investissement industriel, il faut regarder un élément qui me paraît important. C'est la part des investissements qui se font sur des sites existants, c'est-à-dire en fait les extensions. Il est assez logique quand vous prenez une décision d'investissement que vous regardiez là où vous avez des implantations et les investissements from scratch de création de sites de production. Et là, on s'aperçoit qu'en France, ça se passe assez mal. Si vous regardez les récentes décisions qui ont été prises par certains groupes, par exemple des groupes américains, le choix ne s'est pas du tout porté sur la France. Or, c'est bien dommage, parce qu'il y a un marché du backup pour les sites industriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises américaines, sont en sous-capacité de production et cherchent à développer des capacités de production en Europe. Et cherchent donc à créer des usines from scratch en backup de la production US. Et là, la France n'est pas du tout compétitive, on le voit bien. Une autre question ? Oui, bonjour, Stéphane de Vandœuvre pour Terragora. Depuis ce matin, vous réclamez un changement de modèle pour le médicament et clairement une augmentation du budget alloué aux médicaments à travers en particulier une augmentation des prix. Mon confrère Pascal Morel a évoqué la problématique de l'hôpital tout à l'heure. Une autre question qui se pose, c'est celle des coûts intermédiaires. Est-ce que dans votre demande, il faut traduire cela par une baisse de la marge des grossistes répartiteurs, par une baisse de la marge des pharmaciens d'officine, par un développement des ventes directes? Est-ce que vous souhaitez un changement radical à ce point-là? J'ai une deuxième question concernant les accords du CSIS et l'attractivité de la France. Pendant très longtemps, la France était considérée comme un marché important, 4e marché, je crois que c'est le 5e aujourd'hui, en clair avec des volumes importants. Est-ce qu'aujourd'hui, cette notion de volume, pour vous, n'a plus aucun intérêt tel que vous nous l'avez présenté ce matin? Alors, il y a 2 aspects dans votre question. Le premier, c'est est-ce qu'on financera le médicament de demain en allant mettre à nu les grossistes répartiteurs ou les pharmaciens d'officine? Sûrement pas, d'autant plus que l'on voit le rôle grandissant des pharmaciens d'officine dans, je vais dire, une certaine médecine de proximité. Et ce n'est pas en déshabillant Pierre qu'on habillera Paul.
sur votre deuxième question, en disant oui, le CSIS donnait un élan assez novateur, moi ce que je constate à l'arrivée, c'est qu'en 10 ans, ce qui reste net des remises et de la clause de sauvegarde, l'enveloppe du médicament, elle n'a pas augmenté. Donc, par définition, ce n'est pas attractif. Quand vous confisquez la croissance, quels que soient les savants calculs mathématiques de la DSS, quand vous confisquez la croissance, vous n'attirez pas l'investissement, vous n'attirez pas l'innovation, vous n'attirez pas la recherche. Et ce que nous avons essayé de vous montrer ce matin, c'est qu'à la fin, ceux qui en pâtissent, ce sont les patients français, d'où notre indignation. Peut-être deux éléments de réponse aussi par rapport à ça. Vous avez beaucoup commenté pendant quelques mois le prix que vous jugiez extrêmement élevé de certains traitements de l'hépatite. Vous vous rappelez, il y a de ça quelques années. Bon. Il faut savoir que le coût de prise en charge d'un patient atteint d'une hépatite, c'est à peu près 100 000 € par an. D'accord ? Cette industrie, en 18 mois, a fait disparaître 150 000 patients. Où sont les gains d'efficience ? Où sont les gains d'efficience ? Comment le système s'est-il adapté ? Comment a-t-il restitué ? Donc les économies, elles sont aussi possibles par l'innovation. Deuxième élément de réponse, nous représentions il y a 15 ans 5% du marché mondial. Donc la France était incontournable. Nous représentons aujourd'hui 3% du marché mondial. Donc ce que nous disons, c'est que nous sommes en train de descendre en deuxième division. Et la France était un pays incontournable il y a 15 ans. Aujourd'hui, très clairement, les industriels considèrent la France et il n'y a plus de nécessité absolue de rentrer sur le territoire. Et donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, pas forcément les grandes entreprises, mais j'ai en tête des profils de petites biotech internationales qui font le choix de ne pas venir en France. C'est pour ça qu'on va faire l'observatoire. On vous dit simplement le marché s'adapte aux signaux, on va mesurer. Le PLFSS, c'est un séisme. Nous, on va vous donner les outils qui vont vous permettre de mesurer les répliques, puisqu'on n'arrive pas à objectiver, et vous nous reprochez souvent de ne pas objectiver la situation. On va vous donner les éléments qui permettront de le faire. Une autre question ? Alain Pérez, Teragora également. J'avais une question sur les innovations thérapeutiques dont vous avez beaucoup parlé, et en particulier en ce qui concerne leur prix. On atteint des niveaux parfois spectaculaires. Alors Philippe Lamour vient de répondre en partie à ma question, mais je voulais vous demander comment vous faites pour justifier le prix de ces médicaments auprès du CEPS, bien sûr, notamment que dans certains cas, l'efficacité, alors on présente toujours comme étant des solutions qui répondent à des besoins médicaux, ce qui est vrai, mais l'efficacité, elle reste parfois à démontrer. On l'a vu récemment avec Alzheimer, bien sûr. Alors la question, c'est comment vous vous y prenez pour convaincre le CEPS ? Et d'autre part, on parlait il y a quelques années d'un prix à la performance, c'est-à-dire que en fait, les médicaments ne seraient remboursés que s'ils ne fonctionnaient, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, vous voulez bien répondre à ces deux questions. Merci. Corinne ? Oui, alors en fait, votre deuxième question était mon élément de réponse principal. Le pay for performance, c'était en effet quelque chose que nous demandons depuis un certain temps pour pouvoir justement relier le paiement, enfin le prix du médicament à sa performance en vraie vie. Parce qu'en effet, vous soulevez point de qu'est-ce que nous démontrons avec notre premier dossier d'AMM et auprès de la transparence. C'est une efficacité théorique qui peut des fois d'ailleurs ne pas être totalement valorisée. Donc nous étions très satisfaits de la version finale, je dis bien, de l'article, alors dont j'ai oublié le numéro, mais du PLFSS. Il y avait quand même une chose positive dans ce PLFSS 2023, qui est justement la tarification des MTI, des médicaments de thérapie innovante, parce qu'il introduit ce paiement à la performance avec la possibilité donc d'un paiement qui couvre plusieurs années de traitement. Parce qu'en fait, notre code de la sécurité sociale, il est basé sur des médicaments que l'on prend tous les jours, avec un coût de traitement journalier. C'est quand même un peu la vision qui est bien
bien établi depuis de nombreuses années et qui avait demandé à être complètement revu. Donc ça, c'est un élément très positif qui a été introduit avec ce dispositif et qui peut être intéressant d'ailleurs pour autre chose que les MTI. Je voudrais juste aussi quand même dire, le prix des médicaments que vous voyez, il faut savoir que ça n'est pas le prix net, qu'il y a une décorrélation entre le prix facial et le prix net. Et il suffit de fouiller un peu dans le rapport du CEPS pour comprendre que ces niveaux de remise pour les médicaments innovants sont très élevés et n'ont cessé d'augmenter avec les années. Donc, ce qui peut vous paraître élevé est de toute manière bien documenté et bien argumenté. Et le CEPS signe des accords qui vont être tout à fait en lien avec une politique du médicament dure. Peut-être que juste sur les remises, pour éclairer, en 2012, le montant des remises pour l'ensemble de l'industrie était de 200 millions. En 2020, il était de 3,5 milliards. Et on va approcher des 5 milliards. Je vois Eric qui me fait signe avec ses doigts. Donc le montant, 5 milliards de remises sur un budget d'une trentaine. Et c'est en 2023, probablement concentré sur 3 à 4% des produits, dont ceux dont vous parlez. Par ailleurs, comme dit Corinne, on a créé l'outil. Ça ne préjuge pas de la façon dont on va s'en servir. Il faut considérer qu'à 70% de clause de sauvegarde et un ONDAM qui est 3,5 milliards en dessous des besoins de la population, ces réformes ne sont pas financées. Donc elles existent, mais il n'y a pas de financement derrière. Une question. Très longtemps et il n'est toujours pas en vigueur. Alors je comprends pas où ça coince quoi en fait. Il y a eu quelques exemples de paiement à la performance, enfin d'accords qui ont été montés il y a quelques années, sur lesquels on se mettait d'accord sur un critère de jugement qui déclenchait ou pas un paiement. Mais en fait, le CEPS dit que ces quelques exemples n'ont pas été probants, ont été source de contentieux et donc avaient complètement arrêté d'initier ce type de contrat depuis plusieurs années. Eric, je pense que c'est ce qu'on avait observé. Donc, on était revenu aux bonnes vieilles méthodes de la remise, c'est simple au moins. Donc, c'est pour ça que là, vraiment, on repart un peu à zéro. Alors, vous avez raison, on en parlait déjà il y a 20 ans et on avait déjà poussé et on en avait eu quelques-uns pour différents médicaments je dirais, il y a 10 ans à peu près. Mais les 10 dernières années, il y a eu un stop clair là-dessus. Ce qui est intéressant dans l'approche qui a été introduite dans le PLFSS, c'est aussi le paiement sur plusieurs années. Ça, c'est une de nos revendications aussi. C'est qu'on ne peut pas, et c'est bien la difficulté avec le budget annuel, avec un CTJ, c'est qu'on ne peut pas, on n'avait pas de dispositif qui prévoyait le paiement d'un médicament une fois, une injection, une administration, et qui traite un patient pour les années à venir et qui se substitue à un traitement, mettons, journalier pendant les 25 années à venir, vous voyez. Donc ça aussi, c'était quelque chose qu'il fallait faire sauter, parce que sinon, le comparateur se trouvait être le coût du traitement sur l'année du comparateur, et ce n'était pas du tout le coût du traitement, le coût comparateur pertinent. Juste pour ajouter un commentaire personnel, les contrats de performance marcheront si on prend des critères simples. Et si on suringénière le process à essayer de mapper le cas du patient qui quelque part n'existe pas, ça donne source de contentieux et on tue l'initiative dans l'œuf. C'est ce qui a été fait il y a quelques années. Une autre question ? Syndrome décision santé, pendant des années, vous avez parlé de la réforme de l'évaluation des médicaments, et là, vous n'en avez pas parlé. Est-ce que vous avez abandonné le chantier ? Absolument pas. Je pense, et mes collègues, je suis sûr, renchériront. Il y a une réflexion sur la réforme de l'évaluation européenne, et là, on va avoir deux choix devant nous. Ou, au niveau européen, toutes les agences se mettent autour de la table pour une solution pragmatique, où chacun va amener le pire de son monde et on va tout paralyser.
Donc en effet, il y a un enjeu absolument européen. On voit les agences qui se mobilisent. Nous sommes vigilants sur le sujet. Là encore, via le FPIA, nous sommes source de propositions. À la fin des fins, il faut sortir de ce système absolument délétère où on a une AMM européenne et quelque part, on a un second guess français sur une méthodologie et un niveau d'expertise que par moments je questionne. Corinne ? Le point de Thierry, hein, clairement, il y a cette réforme européenne qui est initiée, qui approche à grands pas, puisque c'est 2025 pour les médicaments anticancéreux notamment, et puis après tous les médicaments. Donc nous sommes des gens pragmatiques, donc on ne lance pas deux réformes en même temps. Déjà, il faut voir ce que donne celle-ci, quel va être l'impact en France. Bien entendu, nous, ce que nous attendons, c'est qu'elle ne rajoute pas un obstacle, enfin un temps supplémentaire, une évaluation supplémentaire, que l'on fasse, que ça soit efficient. Et ensuite, nous verrons si nous avons besoin de retravailler sur un certain nombre de points au niveau local. Oui. Donc la dernière, en fait, ce sera deux dernières questions. Une première question concerne la fabrication des principes actifs dont vous avez dit qu'ils étaient principalement faits en Inde et en Chine. Elles le sont parce que les coûts de production sont assez bas dans ces pays-là. Comment envisagez-vous le rapatriement d'usines de production de principes actifs en France avec nos coûts de production, alors que vous dites par ailleurs que les prix de médicaments sont parmi les plus bas? Première question. Et je pose également la deuxième question, qui est une précision à Corinne Blachier, à propos du portail d'essais cliniques dont elle a parlé. Est-ce qu'elle pourrait nous en dire plus sur les délais de mise en place? Philippe ? D'abord, je voulais dire juste un tout petit mot sur la question précédente, avec quand même à noter des belles avancées pour tout ce qui est maladies rares, l'évaluation des maladies rares qui sont vraiment une catégorie de médicaments à part et qui demandent une attention particulière, qui n'ont pas les mêmes niveaux de données. Et là, je veux dire qu'il y a des très très belles avancées qui ont été faites avec le gouvernement. Pour répondre à la question sur la Chine et effectivement la fabrication là-bas des principes actifs. Alors, en gros, des données que nous avons, ça coûte 4 à 5 fois moins cher en termes salarial de faire produire en Chine. Peut-être que les chiffres ont évolué récemment, mais c'est les chiffres que j'ai en tête. Et puis, le coût d'exploitation d'une usine en Chine, c'est à peu près 40% de moins qu'en France. Et pour répondre à votre question, il faut les deux, encore une fois. C'est qu'il faut traiter l'amont. On a besoin de subventions. Ça ne peut pas se faire comme ça, parce que ça prend du temps et des investissements qui vont entre 100 millions et 1 milliard. Donc des aides, des dispositifs incitatifs. Et puis, en aval, il faut que ce problème du prix trop bas soit réglé un jour ou l'autre et que la France décide d'investir. Ben oui, il va falloir faire des arbitrages, mais c'est la santé des Français. Et je le rappelle, sur un budget du médicament en valeur absolue qui est le même depuis 2009. Sur le portail, c'est un projet qui avait été initié par Olivier Véran. C'est une initiative qu'on avait prise conjointement, je parle sous le contrôle de Thomas au premier rang là, qu'on avait pris conjointement d'ailleurs avec la direction de la recherche clinique de la PHP, qui avait été assez moteur dans la démarche. Donc à partir du moment où il y avait une manifestation d'intérêt des hôpitaux et des industriels, l'administration a suivi, donc les travaux se poursuivent. Thomas, je ne suis pas sûr qu'on ait une échéance très particulière ou très précise. Enfin, en tout cas, c'est un sujet sur lequel on travaille assez activement, parce qu'effectivement, c'est une initiative assez intéressante, parce que pour le moment, le repérage dans les essais cliniques pour les patients, c'est un petit peu le mouvement brownien. Donc on est dessus, y compris d'ailleurs si on a besoin de contribuer sur le plan technique ou financier à la mise en place de ce portail, il faudra le faire. J'en profite, puisque c'était la dernière question, pour vous dire quelque chose aussi, parce que c'est assez nouveau dans nos pratiques, mais vous avez vu qu'on vous a annoncé beaucoup de choses nouvelles par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On vous a mis en ligne sur notre site un certain nombre d'éléments qui viennent compléter la conférence de presse, parce qu'on ne pouvait pas tout vous dire, et notamment beaucoup d'éléments qui font référence à ce que disait Thierry.
Vous trouverez en ligne l'étude EY sur la comparaison de la régulation sur les 5 grands pays européens sur 2018-2021. Vous trouverez l'étude, et ça vous intéressera beaucoup dans le contexte, sur les comparateurs de prix entre les grands pays européens, qui est une étude qu'Eric a dénichée, qui est une étude suédoise. Donc ce n'est pas du tout une étude domestique LEM, c'est une étude suédoise TLV qui compare 19 pays d'Europe. Évidemment, elle est un petit peu ancienne, les chiffres s'arrêtent à 2020, mais la comparaison reste pertinente. Vous retrouverez également, on vous a mis notre saisine de mandat board sur le plan d'urgence. Regardez l'annexe. La saisine date du mois de mai. C'était, pardon Thierry, c'était Olivier Nataf qui faisait l'intérim. Et on y disait, attention, prenez des mesures sur l'inflation. On va avoir des problématiques de rupture d'approvisionnement qui vont s'aggraver. Donc vous l'avez en ligne. Vous avez une analyse historique de la régulation financière qui date de novembre dernier. On vous a également mis une lettre à Madame Pannier-Runacher, on n'en a pas beaucoup parlé, sur les délestages, puisque vous avez vu qu'à l'arrivée, notre secteur n'est pas un secteur prioritaire. Bon, même si les perspectives d'un risque de délestage s'éloignent heureusement, il faut savoir qu'on a donné la main au préfet et que la pharma n'était pas considérée comme un secteur prioritaire, ce qui, en période de pénurie et de rupture d'approvisionnement, est un petit peu surprenant, mais c'était comme ça. Donc vous avez tout un appareil documentaire et on est à votre disposition avec les équipes du LEM pour vous répondre. Merci beaucoup. Merci à tous, très bonne journée et nous restons à votre disposition.